L'un de mes tunnels préférés pour l'acquisition high ticket, c'est le tunnel VSL Call. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te break down une VSL que j'ai faite il y a plusieurs années, qui, avec le recul, est pourrie, pour être complètement honnête. Mais même si elle est pourrie, cette VSL, elle a généré plus de 3 millions d'euros en moins de 12 mois pour l'agence pour laquelle je l'ai faite. Donc le but de cette vidéo, c'est que je t'explique pourquoi, déjà, que je te break down ce qu'il faut surtout pas faire dans une VSL, et ce que j'améliorerais. Et, point très important, en troisième partie, je vais t'expliquer ce que je ferais maintenant avec le recul et avec l'expérience pour que cette VSM ne génère non pas 3 millions d'euros, mais 10 millions d'euros sur la même période, c'est-à-dire en moins de 12 mois. Pour me présenter rapidement, moi c'est Rémi Valen, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis direct response marketer, où je fais globalement de l'acquisition de clients pour des business high ticket. J'ai bossé en gestion de portefeuille pour une grosse agence francophone avec des très gros noms d'infoprenariat francophone. J'ai également été directeur marketing de cette agence, et maintenant je suis direct response marketer fractional CMO en direct avec des business étiquettes. J'ai au total, avec juste de la VSL, généré plusieurs dizaines de millions d'euros pour les clients avec lesquels j'ai bossé. Et le but donc, c'est que je te partage un peu de conseils, de savoir à ce propos, et que tu puisses ressortir de cette vidéo avec des actions applicables, des leviers applicables, et avec plus de clarté sur l'acquisition à étiquette avec du VSL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc on se trouve juste ici. Donc comme tu vois, ici c'est le breakdown global. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est que on va passer en revue la VSL qui est juste ici. Je vais pas rentrer dans le détail de tout le copy, parce que sinon ça va durer 45 minutes juste pour cette partie-là. Je vais essayer d'être clair, concis, et que ça puisse être applicable au maximum pour toi. Ensuite, je vais te breakdown comment le tunnel était fait, et comment est-ce que je le ferais maintenant, et quelles modifications j'apporterais pour que cette VSL ne génère pas 3 millions, mais 10 millions d'euros. Je vais te dire ce qui a fait qu'elle a quand même généré 3 millions d'euros, même si je considère qu'elle est nulle, et je vais aussi t'expliquer les erreurs qu'on a faites, et que je ne reproduirai jamais. Donc, premier point, je vais te breakdown la structure de la VSL. Globalement, c'est assez brouillon comme structure. C'est une des premières erreurs, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure sur cette VSL. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, merci pour la patience. Donc, premier point. Ici, on a le hook, globalement, ok. Le but du hook, c'est, dans une VSL, c'est très important, ça va te permettre de... en fait, c'est un levier qui te permet de faire plusieurs choses. Première chose, capter l'attention et la garder. Un bon hook, ça va te permettre de garder les gens plus longtemps sur ta VSL, même si le reste de la VSL est moins bon. D'ailleurs, le reste de la VSL ici est moins bon, et pourtant les gens restaient globalement longtemps sur cette VSL. Deuxième point, ça va te permettre de filtrer les gens que tu veux, les gens que tu veux pas, etc. En fonction de comment tu vas tourner ton hook. Les gens que tu veux pas vont pouvoir drop, les gens que tu veux garder vont pouvoir rester. Ici, le hook très simple. Voici ce qui se passe au marché du coaching, consulting et entrepreneuriat francophone. Les entrepreneurs et les agences marketing jettent ton argent en l'air, et le CEO, donc la face de l'offer, a jeté de l'argent en l'air, littéralement. Le problème de ce hook, c'est que, bon, visuellement c'est sympa, mais ça a aucun intérêt, ça vient filtrer personne, ça vient servir aucun but, à part peut-être un petit peu capter l'attention. C'est ce qui a permis de faire que les gens sont restés, parce que on était sur un marché qui n'était pas habitué à de la VSL à l'époque, en tout cas moins habitué à de la VSL, et donc ça a quand même servi son but, mais avec le recul de hook était vraiment pourri. Donc ça c'est le premier point. Sachant que c'était une offre, donc du coup pour le contexte, offre ITKN, c'est du done for you agence. Donc à l'époque il y avait assez peu de done for you, il y avait assez peu d'agences aussi qui faisaient vraiment beaucoup de pubs, nous on en faisait beaucoup, et donc ça nous a permis aussi de nous démarquer assez facilement. Ensuite, globalement, ici, on a ce qu'on appelle le lead ou la transition. Je vais écrire lead. Je crois après, je vais arrêter d'écrire avec ma souris parce que c'est horrible. Ici, on a lead, la transition. Le but, c'est de faire une connexion logique entre le hook et le reste de la VSL qui est juste après. Ok. Dans cette transition, on dit très honnêtement pas grand-chose. On essaie de mettre un petit peu d'urgence, mais c'est vraiment pas terrible. Je te laisse lire si tu veux. Et ensuite, on passe sur la partie autorité slash proof. Ok, donc c'est très rapide. Je m'appelle, j'ai anonymisé, et le nom de l'agence. On est spécialisé dans X, Y, Z pour expliquer ce qu'on fait. Et ensuite, on a mis un wall de visage des clients avec lesquels on a bossé. Donc, la raison pour laquelle on a fait ça et pour laquelle on n'est pas rentré dans le détail ici, dans du proof, c'est parce que les visages avec lesquels on a bossé étaient très connus pour notre client idéal, qui était des coachs en ligne, infopreneurs, etc., sur le marché francophone. Et donc, le simple fait d'avoir un mur de visages de clients avec lesquels on a bossé, sans rien dire par-dessus, ça suffisait à faire assez de proof, en tout cas, à mon sens, à l'époque. Ensuite, on a globalement que du storytelling, ok. On explique comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que ce qu'on va présenter est important, etc. Ensuite, on rajoute du proof, et on rajoute un peu de, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on sait faire. C'est un peu brouillon. Il aurait fallu d'ailleurs compacter le proof ici
le proof là et en faire un bloc cohérent, là c'est un peu entremêlé, il n'y a plus vraiment de structure. Et ensuite, il y a le reveal du mécanisme unique, ok? NU, ça c'est un M, ça c'est un U. Le reveal du mécanisme unique qui était le social funnel. Donc le social funnel c'était quoi? C'était un tunnel avec le profil Instagram, avec des layers de story qu'on allait pousser en as, etc. Et ensuite ça allait en DM et ça closait en DNS. C'était le social funnel, c'était cool. Mais le point important de ça, c'est que c'était nouveau sur le marché et ça a résonné avec l'audience. C'est ça qui a apporté vraiment la VSL, malgré que le reste de la structure et du copy soit pas terrible. En fait, le mécanisme unique du social funnel et l'offre qu'il y avait autour était très bonne et c'est ça qui a apporté la VSL. Je vais y revenir juste après dans les points qui ont fait que la VSL a fonctionné, mais ça, c'est un point qui était important. Ensuite, globalement, c'est que de la valeur, d'accord? C'était pas vraiment de la valeur, mais en gros, on essaye d'expliquer un petit peu ce qu'est le social funnel, à quoi ça sert, etc., etc. Donc ça dure 40 pages. Et ensuite, globalement, on n'a pas de transition. Ok, tu as deux possibilités, tu fais tout seul, ou alors tu prends un appel avec nous et on bosse ensemble. Ok, très classique, tout le monde le fait ça. Je le vois encore beaucoup sur des VSL. Pourtant, c'est pas du tout la meilleure manière de sortir et de switcher vers un CTA. Et du coup, c'est transition et CTA jusque-là. Ok. Et ici, globalement, c'est pas très intelligent parce que euh, je vais t'expliquer juste après, mais il n'y a pas plusieurs angles pour venir closer l'appel, c'est-à-dire pour venir pousser l'idée de faire un appel. Et il y a juste un angle, c'est t'as deux possibilités, mais ceux qui réagissent pas à ce type d'angle-là, en fait, ils vont juste pas passer à l'action. Et du coup, on a perdu plein d'opportunités à ce niveau-là, et probablement plein de calls qualifiés à ce niveau-là. Ok. Donc globalement, la structure, tu le vois, elle existe presque pas, c'est hook lead, ça c'est normal, c'est dans toutes les VSL. Ensuite, on a mécanisme unique, le reveal, et ensuite on explique le mécanisme, et ensuite un CTA. Ok. En termes de structure, ce que je ferais maintenant à la place, je te les break down juste ici. En termes de structure, je ferais quelque chose de beaucoup plus clair, structuré et surtout de beaucoup plus intelligent en vue du marché qu'on disait, c'est-à-dire du marché quand même high ticket. Premièrement, ce serait le hook. Ok, on garderait un hook. Le problème, c'est que on changerait le hook qu'il y avait ici. Ici, le hook, il sert aucun objectif. Il vient filtrer personne, il vient qualifier personne. Il vient juste prendre de l'attention avec un hook visuel. Mais c'est pas vraiment intelligent de le faire sur la VSL, puisque on a eu les ads juste avant. Les gens sont arrivés sur la VSL via des ads. Et le hook visuel est utile dans les ads pour arrêter de scroll, mais une fois que les gens arrivent dans ton tunnel, c'est plus très utile de faire un hook visuel, en tout cas sur ce type d'audience. Et donc, le hook, il n'est pas pertinent, il faudrait le modifier avec quelque chose de plus efficace, c'est-à-dire venir qualifier, disqualifier. Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu rencontres X, Y, Z problème, et dans les X prochaines minutes, je vais te montrer comment régler ce problème et comment faire X, Y, Z. Ok, donc simple mais efficace aurait été meilleur. Ensuite, transition, donc lead, ok, on peut garder à la limite le même lead, la même transition, parce qu'on avait mis de l'urgence, et pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix regarder cette vidéo maintenant. Ensuite, autorité et social proof, donc parler de qui on est, de ce qu'on a fait, et pourquoi est-ce qu'ils doivent nous écouter, c'est important de le mettre ici, tout simplement parce que, encore plus sur l'audience étiquette, et ou des gens qui ont de l'argent, quand tu cibles des gens qui ont de l'argent, il faut montrer ce que tu vaux avant de donner des conseils et de parler de ce que tu fais. Ok, moi en début de vidéo, par exemple sur la vidéo YouTube là, en début de vidéo, je vous ai expliqué que j'ai été directeur marketing, que j'étais en gestion de portefeuille pour des gros clients sur le marché francophone, que j'ai généré plusieurs millions avec de la VSL, et donc j'ai, sans rentrer forcément dans le détail de mon parcours, j'ai quand même mis 2-3 points d'autorité qui font que vous êtes encore là sur la vidéo en train d'écouter. Ok, si vous êtes parti, vous pouvez pas voir ça de toute façon, donc j'ai forcément raison. Ensuite, un point important sur une VSL comme ça, qui aurait été utile, c'est des personnes plus intelligentes que toi, je l'écris en anglais, je sais pas pourquoi, des personnes plus intelligentes que toi le font actuellement sur le marché. Ok, donc j'aurais pu prendre des gens sur des coachs en ligne, infopreneurs, etc., sur le marché US ou sur le marché francophone, des gros, qui font le social funnel et qui du coup viennent se placer naturellement en autorité et ça permet de transférer ton autorité vers quelqu'un qui a plus d'autorité que toi et dire ok, regarde lui, tu le connais, il est intelligent, il fait des millions d'euros par an, il fait ce tunnel là parce que X, Y, Z. Ok. Ensuite, transition vers le mécanisme unique. Là, le mécanisme unique, plutôt que de faire 60 pages de mécanisme et d'expliquer des trucs qui n'ont aucun sens, il faudrait juste faire 4 piliers simples. Ok. Très classique de faire des piliers, mais là en l'occurrence c'est ultra applicable. 4 piliers simples et chaque pilier doit être relié, c'est très important. Les piliers, c'est pas de démontrer du technique, c'est de relier chaque pilier au problème qui va être résolu, au problème que ton avatar, que ton client idéal, que ton ICP rencontre, et expliquer pourquoi ce pilier vient de résoudre le problème. Ok. Ce qui intéresse les gens, c'est l'outcome, c'est pas ta technique et les trucs compliqués.
Ensuite, transition vers CTA. Par exemple, ces 4 piliers, on les a appliqués chez tel client, tel client, tel client. Voici leurs résultats. Voici leur situation de départ. Voici leur situation actuelle et combien de temps ça leur a pris. Et ensuite, CTA en plusieurs angles. CTA en plusieurs angles, c'est quoi? C'est l'inverse de ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai fait un CTA, qui est le CTA rationnel. C'est-à-dire, soit tu le fais tout seul, tu perds du temps, tu perds de l'argent, soit tu le fais avec nous, on a plus d'expérience, donc tu vas aller plus vite, tu vas gagner de l'argent. Le problème de CTA, c'est que ça parle pas à tout le monde, ce type de CTA. Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, en CTA, ce qui fonctionne très bien, c'est de faire plusieurs CTA à la suite, parce que de toute façon, les gens qui restent là, s'ils n'ont pas encore cliqué, qu'ils sont pas encore en train de réserver leur appel, c'est qu'ils n'ont pas été convaincus. Donc, en fait, tout ce que tu vas rajouter en dessous du CTA, ça rajoute pas du temps de visionnage à la VSL, ça rajoute de l'argumentaire à ceux qui sont pas encore convaincus. Donc, tu peux faire un CTA émotionnel, donc tu vas faire une transition émotionnelle, CTA, réserve un appel pour régler ce problème. Ensuite, tu vas loop, tu vas avoir un CTA plus rationnel, peut-être celui-ci par exemple, t'as que deux possibilités en réalité, soit tu fais ça, réserve un appel. Ensuite, tu vas faire un CTA peut-être plus basé sur des chiffres par exemple, et tu vas faire plusieurs types de CTA à la suite, tu peux en faire 4, 5, 6 à la suite, et constamment loop vers réserve un appel. Okay, et donc, ces simples changements de structure avec un niveau de copywriting égal, qui était pas terrible à l'époque, mais avec un niveau de copywriting égal, ce simple changement de structure nous aurait permis euh, d'avoir déjà beaucoup plus de monde en appel et de garder plus de monde et de faire durer la VSL plus longtemps dans le temps. Ok, parce que cette VSL, on la kill au bout d'à peu près 11 mois, un tout petit peu moins d'un an, mais elle aurait pu, à mon sens, durer 1 an et demi, 2 ans, si la structure aurait été plus intelligente et si on avait fait ce que je vais te présenter juste après. Autre point important, viens pas rajouter des éléments inutiles dans ta VSL. Par exemple, pourquoi je dis ça, c'est parce que ici, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, ça n'a aucun sens. Ce modèle, donc le social funnel, répond à 3 quarts des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Okay, ça n'a aucun rapport, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, et je viens même pas expliquer pourquoi, en fait, juste je balance le mot pyramide de Maslow, peut-être que je me suis dit que j'avais l'air intelligent en faisant ça, je balance le mot pyramide de Maslow, et ensuite, je change de sujet et je pars sur autre chose, ok? Donc, c'est important de garder de la simplicité, de pas vouloir complexifier le copy et rajouter des trucs intelligents parce qu'on a l'impression que marketing intelligent, ça vend. En réalité, marketing intelligent, ça vient confuse ton viewer et la personne qui écoute ta VSL, et donc simplifie et cherche pas à être intelligent. Je le dis parce que je vois énormément de VSL qui sont trop complexes parce que on essaye, que soit si t'es copywriter derrière et que tu regardes cette vidéo, ou si t'es offer owner, donc t'as ta propre offre. Je vois beaucoup de copywriters et de personnes qui ont leur propre offre, qui font leur propre VSL, qui viennent essayer d'être complexes et intelligents en copiant un petit peu ce qu'ils voient. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Sinon, ce serait trop simple. Ensuite, je vais t'expliquer ce qui fait que cette VSL a quand même fonctionné. Premier point ultra important, c'est l'offre, le product market fit. L'offre qu'on avait était à l'époque très peu répandue sur le marché. On arrivait avec un nouvel angle et les gens voulaient du social funnel une fois qu'il était présenté et qu'il commençait à être connu. Et donc on a eu un bon timing et en plus de ça, l'offre était vraiment bonne. C'est le premier point et c'est ultra important. Deuxième point, on était très bon en ads, donc on arrivait à faire rentrer énormément de monde et énormément de trafic dans le tunnel qui est juste ici. Donc on arrivait à avoir des comparés qui étaient à hauteur de 2 ou 3 euros pour des leads quand même relativement qualifiés au début. Ensuite ça s'est dégradé, je vais t'expliquer pourquoi. Mais on arrivait à avoir beaucoup de trafic et un très bon comparé, donc on était bon en ads. Ce qui fait que le volume qui rentrait dans le tunnel compensait le manque d'efficacité du tunnel en tant que tel. Ensuite, on avait une bonne équipe de vente. Les closers ont fait un gros travail là-dessus. Je vais t'expliquer aussi pourquoi. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on avait, en fait, c'est le point juste ici, un désalignement entre ce qu'on pitchait dans la VSL et ce qu'on vendait derrière. Parce qu'en fait, on faisait pas que du social funnel, parce que le social funnel, c'était qualifié pour un segment très restreint du marché, et donc la plupart des gens qui arrivaient en appel, ils n'étaient pas qualifiés pour du social funnel. Donc en fait, ils arrivaient sur une VSL qui leur pitchait un modèle, ils arrivaient en call, et le closer devait faire le travail de ok, non, le social funnel, c'est pas fait pour toi. Par contre, on a aussi telle offre qui est faite pour toi, va dessus. Ok. Et les closers avaient l'intelligence et la finesse de vente de réussir à faire ce switch assez souvent. Ok. On a quand même perdu beaucoup de monde à cause de ça, à cause du désalignement, mais on avait quand même une super celle-ci. Et ensuite, exécution et speed, ça c'est un autre point qui est important en acquisition quand tu as du momentum et que tu as du trafic qui rentre. Il faut réussir à le garder et une des manières de le garder, c'est de savoir maintenir tes pertes ads, de savoir faire de nouvelles créations, de nouveaux angles, sentir le marché, de sentir ce qui va fonctionner et de pouvoir produire en conséquence des angles ads. Et en l'occurrence, là-dessus, on était très bon aussi. Okay, ensuite, autre problème
qui va me faire transitionner vers le type de tunnel que je ferai maintenant. Autre problème, les problèmes pardon, qu'on avait sur ce tunnel. Premièrement, manque d'agressivité. Manque d'agressivité, c'est quoi? C'est qu'on avait un très bon retour sur investissement en AS, ok, on était à mon sens aux alentours de 12-15 la plupart de la période, jusqu'à que ça commence à chuter. Donc on avait un très bon ROAS et on était fiers de ce retour sur investissement, donc on n'investissait pas plus. Parce qu'en fait, on se rendait compte que une fois qu'on commençait à investir un peu plus de 15-20 000 euros, on finissait avec un ROAS qui descendait. Ok, donc on commençait à dépenser 30, au lieu d'être à 12-15, on commençait à être à 8. Ensuite, on dépensait 40, on commençait à être à 6 ou à 5. Et en fait, ça nous faisait peur, et du coup, on n'arrêtait pas de baisser le budget et de rester dans le range dans lequel on était confortable, c'est-à-dire 15-20 000 euros par mois au maximum. Ok, et ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas compris, ce qu'on a compris après, mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ce qui est important, c'est pas ton retour sur investissement, c'est ce que tu collectes en termes de cash. Ok, donc ici, je t'ai fait un breakdown. Si tu fais un x10, donc tu as un retour sur investissement de x10, mais que tu investis 10 000 euros, donc tu fais un x10, tu fais rentrer 100 000, tu as 90 000 euros de bénéfices bruts sur tes campagnes publicitaires. Okay, tu comptes pas le coût des closers, etc. Je te parle vraiment du retour sur investissement pur. Par contre, si tu fais juste un x4, donc ton ROAS, ton chiffre est moins impressionnant, si tu fais juste un x4, mais que tu investis 50 000 euros, tu fais rentrer 200, et donc tu as 150 000 euros de marge brute. Donc en fait, tu vois bien que c'est plus intéressant ici de faire un x4 que de faire un x10. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre et qu'on a mis du temps à accepter. Donc on a perdu énormément de momentum, et en acquisition, c'est sûrement, mais quand tu as un momentum positif, il faut le maximiser pour que ça va pas durer éternellement. Et donc il faut prendre un maximum de ce que tu peux prendre au moment où tu as le momentum qui est positif. Donc ça, c'est la première erreur qu'on a faite. On aurait pu faire beaucoup plus d'argent juste avec ce point-là, et sans même modifier quoi que ce soit sur le tunnel. Ensuite, autre point, optimisation inefficiente. Donc la grosse erreur qu'on a faite, c'est que on était content d'avoir des coûts pareils, des coûts par call qui étaient bas. C'est dans la même veine un petit peu que le fait d'avoir peur du retour sur investissement qui descend, mais on optimisait pour le coût pareil et pour le coût par call le plus bas possible. Sauf que forcément, plus ton coût pareil, plus ton coût par call est bas, euh, plus ta chance d'avoir des leads qui sont nuls, elle est haute. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose sur lequel on tenait rigueur, et on optimisait beaucoup pour du coup par lead et pour du coup par call. Et le problème, c'est que ça a causé du nivellement par le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre tracking à l'époque, c'était d'avoir un pixel sur la TQ page. Donc le pixel, pour simplifier, on ne traquait pas qu'avec le pixel, mais globalement, on checkait ce qui se passait sur la TQ page. Les gens qui arrivaient sur la TQ page, ils avaient booké un appel avec nous, et donc on considérait que c'était un appel. Meta était content, il nous donnait des appels, on était content, on avait des appels pas chers. Okay. Le problème, c'est que on traquait tous les appels qui rentraient. Et on n'avait aucun tri dans la qualité des appels. Donc en fait, on envoyait un Meta bien joué, tu nous envoies des appels, Meta continue à optimiser pour des appels, et au fil du temps, étant donné qu'on optimisait pour les leads les moins chers et pour les appels les moins chers, la qualité des audiences qu'on avait se dégradait, et on avait beaucoup de mal à maintenir des bonnes performances, et donc on était constamment en train de batailler au niveau des ads, sans se rendre compte qu'en fait c'était juste nos audiences et notre ad account et notre stratégie globale qui était pourrie et qui était polluée. Okay, et d'ailleurs, ça rentre dans la veine de ce que je vais présenter juste après en termes de tunnel, qui ça vient régler et fixer ce problème en automatique. Ensuite, on a la capacité de délivrer. Bon, ça c'est applicable à tous les business de service. On était limité dans notre capacité de délivrer et qu'on n'avait pas assez de monde dans l'équipe. Et donc, on était capé souvent en termes d'ads parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer plus de monde. Ça nous a limité. Ensuite, des alignements. C'est ce que j'ai dit juste avant. On pitch du social funnel dans la VSL. On vend autre chose à beaucoup de monde en appel. Et donc, forcément, les gens arrivent, ils sont perdus, et ça fait perdre beaucoup de monde. Et ensuite, autre problème, offre trop standardisée. C'est-à-dire que une grosse partie du marché qui étaient ceux qui avaient plus d'argent, on a eu beaucoup de mal à les closer via les ads. On arrivait à les closer via des références, etc. Mais via des ads, on avait du mal parce que notre offre était trop standardisée. Et les business qui ont de l'argent ont besoin de flexibilité de ta part. C'est pas à eux de s'adapter à toi. C'est à toi de s'adapter à eux au maximum et de trouver un compromis pour que ça fasse sens pour toi en termes de delivery business et pour que ça fasse sens pour eux, pour pas venir créer de la friction et venir intégrer un écosystème qui est pas du tout, ou une offre qui est pas du tout applicable à leur activité. Ok, et ça nous a fait perdre beaucoup de monde aussi. Ensuite, ce que je ferais pour générer 10 millions d'euros au lieu des 3 millions qu'on a générés avec cette VSL, premièrement, comme je te l'ai dit, j'utilise cette structure pour la VSL, j'aurais utilisé cette structure, copywriting de meilleure qualité aussi. Je vais pas passer du temps là-dessus parce que ça prendrait énormément de temps de review ligne par ligne et de dire ce qui aurait fallu être modifié. Je pourrais le faire peut-être dans une autre vidéo si c'est quelque chose qui intéresse.
Mais globalement, revoir le copywriting et surtout la structure. Ok. Ensuite, le point le plus important, ça va être la partie tunnel. Premièrement, j'enlèverai l'opt-in. Euh, Étant donné qu'on vendait à une audience qui avait plutôt de l'argent, on essayait de viser des entrepreneurs qui faisaient au minimum 10 cas par mois et jusqu'à plusieurs millions par an, okay, jusqu'à 8-10 millions par an, on a eu des clients qui faisaient ce type de chiffres. J'aurais enlevé l'opt-in tout simplement parce que ça créait une friction inutile. Et en plus de ça, on l'a traqué pour le coup à l'époque, la séquence email automatique envoyée après l'opt-in a ramené très peu d'appels en réalité. Et pourtant les stats étaient bonnes, le taux d'ouverture des emails était bon, les taux de clics sur les emails étaient pas dégueux, mais les gens venaient pas booker, tout simplement parce qu'en fait, les leads qui ne bookaient pas via la VSL, et donc qui avaient besoin des emails pour être rappelés, ok, regarde la VSL, ok, viens booker un appel, c'était des leads qui n'étaient pas quali, et donc en fait, ils passaient pas à l'action. Donc j'aurais retiré l'opt-in, et à la place, ce que j'aurais fait, c'est directement la VSL, et en dessous de la VSL, un formulaire, donc Typeform, c'est ce que j'utilise, un Typeform avec un calendrier qui est intégré sur Typeform. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de, un, prendre les informations, deux, ça te permet de pouvoir séquencer les appels. C'est-à-dire que les gens vont répondre aux questions, avoir le calendrier, booker. Ok, ceux qui sont intéressés, dans le cas où ta VSL est bonne. Les gens qui vont booker, ils vont être divisés en deux catégories. Première catégorie, c'est les ultra qualifiés. Donc, c'est les gens qui répondent tout ce qu'il faut au formulaire. Donc, tu mets des, avec Typeform, tu peux le faire. Tu mets des logiques en fonction des réponses. Et donc, si les réponses correspondent à ce que tu veux, ils réservent leur appel et ils sont renvoyés vers la thank you page A. Donc, c'est la thank you page des qualifiés. Les autres, ils peuvent quand même booker leur appel, mais ils sont renvoyés vers la thank you page B. Et tu vas uniquement traquer et renvoyer à Meta la data de j'ai un appel sur la thank you page A. Comme ça, Meta va uniquement optimiser et avoir de l'information sur les appels les plus qualifiés que tu vas avoir. Ce qui va te permettre de faire tenir tes performances plus longtemps dans la durée et ça va t'éviter de polluer ton pixel, de polluer ton ad account avec de la data qui est pas bonne. Et donc, tu vas optimiser pour uniquement du call ultra qualifié. Meta va être beaucoup plus exigeant avec les audiences qu'il va te proposer et ça va te permettre de maintenir tes performances plus facilement. Bien évidemment, c'est pas magique. Si tes ads sont pas bonnes, que tes angles VSL sont pas bons, tu vas pas attirer les bonnes personnes, mais tu vas pas avoir assez de personnes ultra qualifiées qui vont rentrer. Mais c'est le meilleur moyen pour éviter de venir polluer ton pixel. Ok. Ça te permet autre chose aussi d'avoir un formulaire et pouvoir router en fonction des réponses. Ça te permet d'avoir les meilleurs closers sur les meilleurs types de leads, les closers les moins bons sur les leads moins bons aussi. Ça va t'éviter de gâcher les opportunités et ça va permettre à tes closers moins bons de s'entraîner sans avoir la pression de rater un gros deal aussi. Ok. Ensuite, autre point, dans l'autre tunnel, une fois que l'appel était booké, on avait des reminders classiques, ok, oublie pas demain on a un appel, etc. On avait le closer qui envoyait un message WhatsApp, et ensuite on avait l'appel de closing, et on avait deux solutions, closer ou pas closer. Okay. Closer, on était content, pas closer. Si c'était pas closé parce que c'était une question de timing ou de logistique, le closer re-rentrait en contact avec plusieurs semaines après, ou plusieurs jours après. Mais si juste il n'était pas closé et que c'était pas une question de logistique, juste il n'était pas closé, on le jetait à la poubelle. Grosse erreur. Ce qu'on ferait maintenant, ça aurait été, premièrement, on mise beaucoup plus sur WhatsApp et son contact direct avec le closer plutôt que de miser autant sur les reminders automatisés. Ok. Donc première chose, touch base sur WhatsApp. Autre intérêt du formulaire, c'est que du coup, vu que tu as des réponses aux questions, c'est des questions qui sont intelligentes, tu as des insights qui sont pertinents, le closer peut approcher de manière personnalisée le prospect et lui montrer qu'il a connaissance de son profil et commencer déjà à lui donner de la valeur avec des assets de nurturing. Ça peut être des vidéos, ça peut être des documents, peu importe, mais en tout cas des assets de nurturing que tu auras préparé en amont, que le closer aura dans une librairie, dans un Google Sheet ou quoi, et il pourra dire, ok, j'ai vu, peut-être booker un appel avec nous, c'est tel jour, telle heure, j'ai aussi vu dans ton formulaire que tu rencontrais telle problématique. Avant l'appel, je te conseille de regarder cette vidéo parce que ça va permettre de régler le problème et de comprendre un petit peu pourquoi tu as ce problème et quelle solution tu vas pouvoir y apporter. Okay, ça commence à créer de la relation, ça donne déjà de la valeur et c'est hyper puissant aussi. Si les assets de nurturing sont bien faits pour framer ton prospect de la bonne manière, pour qu'il arrive sur l'appel dans le bon état d'esprit. Ça va faciliter le travail de closing derrière. Okay. Ensuite, autre point, les reminders classiques. Sauf qu'au lieu de faire des reminders classiques, comme je viens de le dire, on fait des value reminders, donc c'est des reminders avec de la valeur à l'intérieur pour continuer à faire du nurturing et pour continuer à créer de la relation et montrer l'expertise et l'autorité. Okay. Ensuite, on a le call de closing, il faut enregistrer.
et il faut mettre un phasum pour avoir le transcript. Ok, phasum, c'est un outil, donc tu connais pas, qui permet d'avoir automatiquement le transcript des appels de vente. Ça permet aussi d'analyser les appels de vente d'ailleurs. Et ensuite, tu vas avoir deux catégories. Tu vas avoir les gens closés et tu vas avoir les gens qui sont pas closés. Dans les deux cas, c'est une mine d'or. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends le transcript et tu vas analyser l'appel de vente. Aujourd'hui, tu as de la chance, tu peux utiliser l'IA, je peux utiliser Claude, c'est un des plus pertinents dans le sens. ChatGPT, c'est pas mal aussi, mais Claude pour d'analyse de sales call, c'est le plus pertinent, celui que j'utilise. Ça va te permettre de comprendre les points communs entre les gens closés, les points communs entre les gens pas closés, les objections communes, les peurs communes, les situations communes, et ça va te permettre, en fait, de créer un feedback loop qui va te permettre d'améliorer les assets de nurturing, ok? Parce que en fait, tu vas peut-être te rendre compte, en analysant les calls, par exemple, que tous les prospects pas closés, ou la majorité des prospects pas closés, en fait, ils n'avaient pas connaissance de tel point précis sur ton offre, ou de tel point précis sur leur problématique, et donc tu vas pouvoir, en fait, mentionner ces points précis dans le nurturing, quand tu vois que c'est un lead moins qualifié et qui va potentiellement pas être closé. Tu peux aussi avoir des prospects qui ont tous les mêmes objections. Tu te rends compte que les gens qui sont closés n'avaient pas ces objections-là. Ton nurturing va servir à pré-handle ces objections-là avant l'appel. Tu vas aussi peut-être te rendre compte que tous les gens pas closés ont mentionné ne pas avoir regardé la VSL en entier, par exemple, ne pas avoir regardé la VSL du tout, et donc tu vas te rendre compte qu'il faut que tu t'assures, avant l'appel, que les gens aiment bien regarder la VSL, etc., etc. Bref, ça te permet d'optimiser l'entièreté de ton tunnel, le nurturing, la VSL, les angles dans les ads, etc. Et donc ça te permet de constamment avoir une longueur d'avance sur tes campagnes, et de constamment maintenir tes performances. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Dernier point, si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, des vidéos qui vont te permettre d'améliorer ton acquisition, ton marketing, et de faire plus d'argent, tout simplement. Si ça t'a aidé, comme je t'ai dit, abonne-toi, n'hésite pas aussi à commenter. On peut aussi connecter sur Instagram, si tu veux, je vais mettre mon Instagram dans la description. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.